Il va traiter du même thème, il est lui aussi économiste, titulaire d'un DEA en monnaie, finance, banque de l'Université Paris Première, Panthéon-Sorbonne. Il débute sa carrière en tant qu'enseignant-chercheur dans cette même institution. Et puis en 97, il est nommé directeur de la recherche économique et financière des groupes Banque Populaire et Natixis, poste qu'il occupera pendant une décennie. En 2007, il fonde l'ACDEFI, à savoir Haut Commande de l'économie et de la finance, premier cabinet français indépendant de conseil et de formation économique et financière. Il est aussi maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. C'est aussi un homme médiatique. Il a sa propre chaîne YouTube avec 150 000 abonnés, s'il vous plaît, et plus de 15 millions de vues. Merci d'accueillir Marc Toiti. Merci beaucoup, chère Mélanie. Alors, juste précision, il est un peu vieux le biographique, parce que là, j'ai 267 000 abonnés. Donc, c'est un peu plus, hein, mais bon, mais grâce à vous, sur chaîne YouTube. Et ça, c'est quand même effectivement une lueur d'espoir. Finalement, dans ce monde compliqué, c'est que l'économie finit par intéresser, effectivement. Alors, pour tout vous dire, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, parce que nous sommes en Suisse. En France, ça va tellement mal en ce moment, tellement une catastrophe. Si vous voulez, quand on vient dans un pays, finalement, ça va pas trop mal, globalement, ben, ça fait plaisir. Devant des chefs d'entreprise qui, justement, investissent, innovent, et ça, c'est évidemment, je pense, la clé de notre avenir. Alors moi, je vais être un peu plus terre à terre, évidemment, que Philippe, même si, effectivement, on est tout à fait complémentaires, pour savoir comment nos PME, comment nous allons pouvoir nous en sortir. Parce que c'est ça, évidemment, le grand danger aujourd'hui. Nous avons une situation où, sans aller trop loin, juste à moyen terme, comment nos entreprises vont pouvoir s'en sortir. Dans ce contexte difficile, évidemment, que Philippe a décrit. Alors, je vous rassure tout, ce ne sera pas qu'un discours d'économiste, parce que les économistes, là, ils parlent beaucoup souvent comme les politiques, puis on ne peut pas vérifier de ce qu'ils disent. Là, tout ce que je vais, je ne dis pas ça pour Philippe, hein. Là, non, là, tout ce que je vais vous dire, je ne vais pas que vous le dire, je vais aussi vous le montrer. Vous le montrer sur des graphiques. Alors, des graphiques réalisés sans trucage, je le dis à chaque fois, parce que ça peut arriver parfois. Là, vous verrez ce qui est en train de nous arriver, et ces graphiques, bien sûr, je vous les laisserai ensuite. Et c'est parce que quand on visualise, on comprend ce qui est en train de nous arriver. Et donc, c'est vrai qu'on a vécu une période assez incroyable, nous sommes dans une crise durable. Alors souvent on me dit, M. Toiti, allez, soyez sympa, soyez optimiste. Moi, je suis de nature optimiste, bien entendu, mais il faut aussi être réaliste. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui, d'être réaliste et de dire comment on va pouvoir réagir par rapport à cette crise. On a une crise qui est mondiale aujourd'hui, qui est financière. Est-ce qu'elle va durer et comment nous, on peut s'en sortir? Et bien entendu, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Suisse, finalement, ça résiste bien. Donc bravo à vous. On va avoir des graphiques assez incroyables sur la Suisse. Mais j'ai envie, voilà, le programme, j'ai envie d'abord de commencer par vous rappeler quelque chose de très important. Les crises font partie de la vie économique. C'est-à-dire, si un jour vous avez quelqu'un qui vous dit bah, j'ai la recette pour supprimer les crises, c'est pas possible, c'est que c'est un menteur. Donc, parce que les crises, c'est comme le corps humain, bah voilà, il y en a, l'important c'est de sortir par le haut de ces crises. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui est là, c'est que on a oublié que ces crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc pour nous, notamment les entreprises, donc simplement il faut les voir. Le danger que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est en permanence en déni de réalité. On nous dit, bah, notamment en France, mais pas seulement, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a vu il n'y a pas longtemps M. Macron nous dire on a une croissance exceptionnelle en France, très forte. J'ai un bilan formidable. Alors qu'aujourd'hui, la situation est en train de s'effondrer, malheureusement, du point de vue économique. Donc, on n'a pas le droit à ce déni de réalité. Il faut regarder la réalité en face. Et donc, on va regarder, évidemment, ce premier graphique pour vous rappeler, justement, que, bah, vous voyez, ça c'est, je vous ai mis ici, j'ai pris le CAC 40, je vais reprendre d'autres indices boursiers, bien sûr, pour vous rappeler qu'on en a traversé des crises. Là, on les voit toutes, et à chaque fois, on entend le même discours. On vous dit, bah, ça y est, c'est la fin du système, on s'en remettra pas, etc. On en a traversé, bien entendu. Alors, voilà, je vais pas toutes les commenter parce qu'il me faudrait au moins 2 heures et j'ai pas le temps, bien entendu. Mais, vous voyez, à chaque fois, on nous dit que c'est la fin du système et finalement, on s'en sort toujours. C'est ce que disait Nietzsche. Ce que nous ne tue pas nous rend plus forts. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, on a cette résilience qui fait qu'on s'adapte aux crises. Notamment quand on est patron de PME, quand on est patron d'entreprise, on n'a pas le choix. Vous voyez. Alors, encore une fois, toutes ces crises, on va juste s'arrêter quelques minutes sur la crise des subprimes. Parce que là, on a vraiment une règle de vie. Vous savez, comme l'a dit Philippe, l'économie, c'est pas une science humaine, pas une science exacte. C'est une science humaine, genre, pas une science exacte. C'est-à-dire que ce qui était vrai il y a 10 ans n'est pas aujourd'hui, ne sera pas dans 10 ans. Mais par contre, il y a des règles qui ne changent jamais. Heureusement d'ailleurs. Parmi ces règles est la suivante, qui pour moi est peut-être la plus importante, et qui va bien synthétiser cette crise des subprimes, et puis ce qui suit ensuite, c'est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. C'est-à-dire que si vous voulez un rendement élevé,
si vous voulez gagner de l'argent, pour faire simple, vous devez prendre des risques. Si vous ne voulez pas prendre de risques, ce qui peut se justifier, il faut se contenter de rendements faibles. Voilà. Si on raisonne comme ça dans sa vie, on n'aura pas trop de difficultés. Le problème, c'est que l'être humain est ainsi fait, moi ça m'arrive tous les jours, qui veut en permanence transformer cette règle. Voilà, on m'interpelle voilà, sur les médias ou dans la rue, on me dit, toi, voilà, j'ai un petit peu d'épargne, vous n'avez pas un petit plan là, parce que je voudrais investir, gagner beaucoup d'argent, mais sans risque. Ben non, ça n'existe pas. De toute façon, ça s'appelle un délit d'initié. Là, évidemment, c'est du pénal, donc ça peut être très dangereux. Et donc, cette crise des subprimes, c'est quoi? Et tout à l'heure, Mélanie l'évoquait, j'étais effectivement chef économiste d'une banque à l'époque, et je l'ai vécu de l'intérieur, puisque, en fait, qu'ont fait à l'époque les patrons de banque, justement, eh bien, ils ont confié les clés des marchés financiers, non plus à des économistes ou à des financiers, mais à des mathématiciens, à des gens très intelligents, justement, qui ont voulu transformer cette règle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des dettes, donc subprimes, extrêmement dangereuses, donc des dettes qui étaient octroyées à des ménages non solvables, comme vous le savez aux États-Unis. Ces dettes ont été, je dirais, transformées, ce qu'on appelle la titrisation, c'est devenu des titres. Et ces titres étaient à l'époque notés par les agences de notation triple A. D'ailleurs, si vous voulez, c'était l'avantage de cette crise, c'est qu'avant, triple A, on ne savait pas ce que c'était. Vous croyez que c'était l'andouillette. D'ailleurs, c'est 5A l'andouillette, pour les connaisseurs. Donc, ça veut dire sans risque. Donc, rendez-vous compte, on avait des bombes à retardement qui étaient notées triple A par les agences de notation. D'ailleurs, ce qui veut dire que quand on voit que les agences de notation notent encore soit double A, soit... On se rend bien compte que ce n'est pas forcément la bonne note qu'on doit avoir. Mais cette sorte de connivence, quelques semaines avant que ça n'explose, ces dettes subprimes étaient notées triple A. Vous vous rendez compte, ce manque de discernement incroyable. J'ai fait une conférence la semaine dernière avec l'un des dirigeants de Standard & Poor's, donc je l'ai un petit peu titillé. Il dit oui, vous comprenez, on avait des modèles mathématiques extrêmement complexes, donc voilà. Et ça, c'est parce qu'on leur demande, justement, on leur demande de dire la vérité. Et donc là, pourquoi je vous parle de ça, c'est que là, on a frôlé effectivement la crise de 29, même plus, la faillite de Lehman Brothers. Et là, à ce moment-là, et c'est pourquoi, encore une fois, les crises sont des phases d'opportunité, les dirigeants du monde ont dit, on va sauver le système. Donc on va faire en sorte que, justement, on va faire une relance budgétaire énorme. C'est pour ça qu'à l'époque, certains me trouvent pessimiste aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer, parce qu'on a fait une relance mondiale de l'ordre de 8% du PIB mondial, 5 000 milliards de dollars de relance budgétaire dans le monde. Et cette relance a été financée par ce qu'on appelle la planche à billets, c'est-à-dire par les banques centrales. Et donc ça a redémarré. Regardez bien ce graphique qui est assez incroyable. C'est là où évidemment il y a un petit problème, c'est que depuis cette relance, parce que cette planche à billets, les crises n'existent plus. Du moins en bourse. Vous voyez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, eh bien, on a ce CAC 40, ces bourses, c'est encore pire ou mieux avec le Dow Jones ou le Standard & Poor's ou le forcerie le Nasdaq, ça n'arrête pas d'augmenter. Vous voyez, même le coronavirus, vous croyez que c'était la fin du monde, quelques mois plus tard, eh bien, la bourse dépassait son niveau d'avant-coronavirus. La guerre en Ukraine, pareil, etc. Toutes les crises, pareil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, tout le problème est là, c'est que on a, et c'est là où on tombe sur le sujet de ce soir, l'imagination. L'imagination est très importante, parce que c'est ce qui fait l'avenir. Pour faire l'avenir, il faut investir. Comment on investit? En s'endettant. Quand on n'a pas les moyens, il faut s'endetter. Et donc, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. On a dit, tiens, on va s'endetter, mais sauf qu'on va faire de la dette publique. Alors, avant de passer, voir ce qui s'est passé notamment donc en France, j'ai fait ce graphique pour vous, pour la Suisse, qui me rend très envieux, si vous voulez, en tant que Français. Là, oui. C'est-à-dire que là, vous avez donc votre dette publique. Vous voyez, c'est les bâtonnets rouges. Vous voyez que vous étiez à 110 milliards de francs suisses, là vous êtes à 300 milliards. Bon, mais surtout, regardez bien par rapport au PIB, c'est la courbe bleue, ça n'arrête pas de baisser. Vous étiez à 60% du PIB en 2004, vous êtes à 37% aujourd'hui. Alors attention, maintenant, on va voir le même graphique, mais en France. Ah, c'est pas le même. Hein. Là, ça fait mal. Vous êtes prêts? Enfin bon, vous êtes prêts, c'est surtout pour nous, là, ça fait de la peine. Voilà ce qui se passe. Nous, la dette publique, voilà, atteint aujourd'hui 3 416 milliards d'euros. Vous voyez, donc on est, là c'est que le deuxième trimestre 2025. Ça veut dire une augmentation de 1028 milliards depuis le début 2020. 1160 milliards depuis le début 2017, depuis que M. Macron a pris le pouvoir. C'est incroyable. Alors, vous allez me dire, mais à la rigueur, si cette dette, justement, elle finance l'innovation, elle finance l'imagination, il n'y a pas de sujet. Sauf que, il faut donc, la dette, on s'endette tous, mais il faut que cette dette génère de la croissance, génère de l'activité. Si ça passe, il n'y a pas de problème. Sauf que regardez bien, malheureusement, ce qui s'est passé chez nous, c'est que cette dette a été donc financée par la planche à billets.
ce qu'on appelait justement le quoi qu'il en coûte. Alors, souvent, je mets ce graphique pour rappeler ce que c'est la planche à billets, parce qu'on imagine une planche à billets comme ça, vous voyez, on imprime des billets, on en veut une pour Noël, évidemment, ça c'est... Philippe t'en fait? Non, pas encore, il faudra en faire. Donc, en fait, pour rappeler le processus de création monétaire, parce qu'on l'oublie souvent. En fait, pour créer de la monnaie normalement, donc la monnaie autopassive d'une banque centrale, du bilan d'une banque centrale, pour avoir le droit de créer cette monnaie, il faut préalablement avoir ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Donc il y en a 3, de l'or. Je vous rappelle qu'à la base, toutes les monnaies étaient basées uniquement sur l'or, vous vous souvenez, bon, il y a belle lurette, hein, on évolue. Ensuite, les devises, les réserves de change et les titres, donc les obligations d'État. Pourquoi on a ça? Pour qu'il y ait une correspondance entre la création monétaire et la création de richesse. C'est logique. C'est quoi la planche à billets? C'est que je n'ai pas de contrepartie, mais c'est pas grave. Je crée quand même de la monnaie artificiellement, et avec cette monnaie donc artificiellement créée, comme un bilan est toujours à l'équilibre, automatiquement, j'achète de la dette publique. J'achète des bons du Trésor. Donc c'est ce qu'on appelait l'argent magique. Effectivement, l'État se dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je sais que la Banque centrale va acheter ma dette. Incroyable. Et c'est la blague de Coluche. Tant que je gagne, c'est exactement ça. Et ça, c'est un drame parce que, encore une fois, si ça génère de la croissance, ce n'est pas grave. Mais là, comme il n'y a pas eu de sanctions, quand vous vous endettez beaucoup, vraiment les taux d'intérêt augmentent. Là, c'était l'inverse. Pourquoi? Parce que c'était financé par cette planche à billets. Et regardez bien ce graphique, peut-être l'un des plus tristes que j'ai fait dans ma carrière. Non, c'est vrai, je pèse mes mots. Là, vous avez l'évolution comparée donc, de la dette publique, c'est la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est le PIB. Alors, le PIB, c'est la richesse qu'on crée, donc c'est un flux, alors que la dette, c'est un stock, donc c'est vrai que c'est différent. Ce qui compte, c'est la variation. C'est-à-dire que si j'augmente ma dette, mais que mon PIB augmente plus que ma dette, c'est normal, c'est ce qu'on fait nous en tant qu'entreprise. Quand on innove, c'est ce qu'on fait. Quand on achète son bien immobilier, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, même pour les ménages. Et regardez bien l'État français. Dette publique, donc, depuis, on va dire, juste depuis 2019, depuis 2020 en fait, donc 1030 milliards. PIB en valeur, donc augmenté de l'inflation, 520 milliards. Il manque 510 milliards d'euros qui ont disparu. Disparu, je passe mes mots, du circuit économique. Alors ça ne s'est pas vu parce que justement c'était financé par la BCE. Et ça c'est dramatique. Et là on a bien sûr une responsabilité. J'étais à une des réunions avec notamment Bruno Le Maire, et tous ces conseillers, tous les économistes. Il n'y avait pas Philippe d'ailleurs, tiens. Heureusement que tu n'étais pas là parce que peut-être tu m'aurais pris ma défense. Et donc c'était en 2021. Et donc là, parce que c'est vrai qu'en mars 2020 on croyait que c'était la fin du monde. Donc on s'est dit bon c'est la fin du monde, alors on va aller au diable avarice, on y va, on augmente la dette, tout va bien se passer. Sauf qu'après on a vu que 2021 c'est plus la fin du monde. Donc moi j'arrive à Bercy, je dis écoutez, maintenant, je vais peut-être arrêter d'augmenter la dette publique. Et là, toutes les personnes présentes me sautent dessus. Pas physiquement, bien sûr. Hein. Ils me disent, non, on s'en fiche de la dette. La dette, on va la faire rouler. Et en plus, c'est la Banque centrale européenne qui finance cette dette. Donc, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Je dis, c'est pas possible, sinon c'est un cauchemar. Ça m'est vraiment arrivé. Vous vous rendez compte? Ce manque de discernement, c'est ça le problème. C'est qu'on a des personnes qui prennent les décisions qui sont complètement déconnectées de la réalité. Ça, je parle bien sûr notamment de la France. Et regardez bien, c'est pas nouveau. Et la différence, c'est que, ça c'est le même graphique, mais chez vous. En Suisse, ben là, voilà, la dette publique. Donc ça c'est la courbe bleue, c'est le PIB. La courbe rouge, c'est la dette publique. Vous voyez que là, évidemment, vous avez toujours beaucoup plus de PIB que de dette publique. Donc là, bravo, ça marche. Vous comprenez? Alors si on regarde sur plus longue période, voilà le graphique de la France. Dette publique a augmenté de 175%, on va arrondir, depuis 2007. Vous voyez, à l'époque, c'était Sarkozy, la rupture, etc. Il ne s'est rien passé. 174% de hausse. Sur la même période, le PIB français, regardez bien, a augmenté de 57,8%. 3 fois plus de dette que de PIB. Ça, c'est pas tenable. Et ça, c'est très dangereux pour notre avenir. Si on a le même graphique en Allemagne, alors là, c'est un peu mieux. Vous voyez que l'Allemagne a augmenté davantage son PIB en valeur que sa dette. Vous voyez d'ailleurs, la dette a augmenté de 66% en Allemagne contre 175% en France. Plus de 100 points d'écart. Vous vous rendez compte? Donc la France est en train de prendre un risque énorme. Alors, j'ai gardé le plus beau pour la fin, c'est vous, la Suisse. Incroyable. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le PIB suisse, en valeur, a augmenté 2,5 fois plus que votre dette publique. Donc c'est là, effectivement, on a la clé. C'est-à-dire que cette dette doit être bien utilisée pour justement innover, pour investir, pour financer l'ensemble de nos entreprises, dont vous faites évidemment partie. Donc je crois que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez.
Parce que nous, évidemment, ça, vous n'avez pas besoin de déficit public, de dette publique. Nous, en permanence, on est dans cette fuite en avant qui met en péril l'ensemble de la zone euro. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai risque de stabilité, un risque existentiel de l'ensemble de la zone euro. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, votre croissance, c'est bien gentil, mais bon, la Terre est ronde, hein, d'accord? Donc, on vit dans un monde fini. Donc, votre croissance infinie, c'est pas possible. C'est vrai que ce discours, évidemment, il porte. Hein, donc, alors, déjà, si on regarde au niveau mondial aujourd'hui, quel est le niveau de la croissance? Donc, sur longue période, hein, depuis les années 2000, la croissance moyenne, et même depuis les années 80, c'est 3,5% par an, hors inflation, au niveau mondial. Donc là, on voit que, alors ouais, bien sûr, 2020, évidemment, après 2021, on voit que ça a beaucoup trop redémarré par rapport à la baisse du PIB de 2020, et ainsi de suite. Là, on est sur une croissance de 2,83%, et en 2025, et en 2026. Donc c'est pas mal, mais c'est moins que d'habitude. Hein, c'est moins que la moyenne de longue période. Maintenant, d'où... Et là, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on a changé, hein, les forces en présence. Pour l'instant, il y a toujours l'oncle Sam, hein, qui résiste, hein, quoi qu'on en dise, hein, finalement. Ça résiste autour des 2%, 2,5% de croissance. C'est correct. Et puis par contre, il y a des pays qui décrochent, notamment bien sûr la zone euro et la France, 0,5% de croissance pour l'année prochaine, on reste assez limité. Et par contre, effectivement, il y a deux grandes locomotives au niveau mondial. La première locomotive, c'est l'Inde. Donc là, évidemment, l'Inde aujourd'hui est devant la Chine. C'est-à-dire que, et là aussi, on voit bien que ces pays-là sont en train de se développer. Donc il faut absolument les intégrer dans nos business models, à court terme et à moyen terme. Et l'Inde, si vous voulez, pour faire vite, pourquoi elle va aussi bien? C'est qu'elle a eu deux chances incroyables. La première, c'est le coronavirus. C'est qu'à l'époque, évidemment, donc, quand il y a eu le corona avec les Chinois enfermaient tout le monde en permanence, parce que c'était exactement le cas, les Indiens, ils ont enfermé tout le monde juste en mars 2020, puis après, ils ont vu qu'il n'y avait pas la sécurité sociale là-bas, hein, pour aider, et puis il n'y avait pas le quoi qu'il en coûte, donc les gens mouraient, donc on a dit on a arrêté, et donc effectivement, ils ont arrêté de confiner. Et donc, ils ont pris des parts de marché à la Chine, que la Chine n'arrive toujours pas à retrouver. Deuxième avantage de l'Inde, la guerre en Ukraine. Vous allez dire, quel rapport avec l'Inde? Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a eu, comme vous le savez, le boycott des produits russes, de la part des pays européens notamment, et des États-Unis, sauf qu'on a oublié que nous, on n'était pas le monde entier. Donc il y avait toute une partie du monde qui continuait d'acheter des produits russes, notamment les Indiens, qui jusqu'à présent n'avaient pas accès au pétrole russe. Donc ils ont acheté le pétrole russe, l'ont raffiné, et comme il leur en restait, ils l'ont ensuite revendu à l'Europe. On a dit, non, mais c'est pas du pétrole russe, hein, il est passé par l'Inde. Oui, il y a un petit problème quand même, parce que je veux dire, bon, voilà, ce qui est très dangereux pour nous, c'est le dogmatisme contre le pragmatisme. Et c'est ça le vrai enjeu. C'est ça l'enjeu de l'imagination. C'est que, voilà, c'est la devise des chercheurs. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc si vous vous dites, non, finalement, on n'y arrivera pas, l'Inde ne s'est jamais développée. Et pourtant, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors la Chine essaye de revenir dans le rang, mais ils sont à peu près à 5% de croissance. C'est pas mal. Pour nous, c'est énorme, évidemment, mais pour la Chine, 5%, c'est insuffisant pour améliorer le niveau de vie des Chinois. Donc les Chinois aujourd'hui ont un problème de demande intérieure, et donc c'est pourquoi ils ont besoin du moteur extérieur pour dynamiser leur croissance. Et d'ailleurs, il s'est produit quelque chose d'assez incroyable depuis les fameux droits de douane de Trump. Je sais que la Suisse également en a un petit peu pâti, finalement c'est en train de s'arranger. Et même les Chinois, c'est pas si grave que prévu, mais il y a un problème, c'est que les excédents commerciaux chinois battent des records en permanence. On dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a les droits de douane, pourtant ils y arrivent. Alors au début, on comprenait, parce que c'était en anticipation des droits de douane, beaucoup d'entreprises américaines notamment ont acheté des produits chinois en attendant que les prix montent. Maintenant, c'est le cas, pourtant ça continue. Pourquoi? Parce que la Chine a diversifié, évidemment, ses clients. Et elle a choisi donc des terres d'accueil où il n'y a pas de droit de douane, notamment l'Europe, notamment la France. C'est que la France, aujourd'hui, a 50 milliards d'euros de déficit bilatéral avec la Chine. Donc évidemment, on peut être pour ou contre Trump, peu importe, mais le seul qui aujourd'hui ose s'opposer à l'hégémonie chinoise, c'est effectivement Trump. Et il a raison, pourquoi? Parce que les Chinois, ils ne respectent pas les règles, notamment les règles du commerce mondial, qui sont le taux de change. Le taux de change chinois aujourd'hui, et ça c'est la vraie arme, plus fort que les droits de douane si vous voulez, c'est que le taux de change aujourd'hui c'est 7,2 yuan pour un dollar. Alors que le niveau d'équilibre du yuan, selon la parité du pouvoir d'achat, c'est 3,5 yuan pour un dollar. Donc une dévaluation impressionnante et qui dure. Donc il faut bien que ça s'arrête. Et nous, non, on continue, et donc ce qui fait qu'on accepte même des produits qui ne sont pas aux normes européennes, mais on les accepte quand même. Il y a quand même un petit problème. Donc là, il faudra réfléchir, mais pour l'instant, la Chine est en train de souffrir, mais bon. Donc voilà, alors sur la Suisse,
C'est pas mal, c'est moins que ça l'a été, hein, c'est bon, 1,2 cette année, 1,8% de croissance à peu près l'année prochaine. Donc c'est moins qu'au niveau mondial, mais ça résiste parce que justement, et c'est là où j'arrive à mon monde fini croissance finie dans un monde fini, c'est que pour moi, effectivement, ce débat est très dangereux. Parce que, qu'est-ce qui produit ce débat? Il produit la volonté de faire de la décroissance. Donc la décroissance, c'est quoi? Ça veut dire la baisse du niveau de PIB, la baisse du niveau de richesse. Donc c'est vrai que quand on dit, bah oui, mais le monde est fini, donc on peut pas, il faut bien que ça s'arrête. Oui, sauf qu'il y a des conséquences de cela. Je vais vous donner un chiffre qui va être très simple. Dans les années 80, chiffre de la Banque mondiale, hein, tout à fait officiel, il y avait à l'époque la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. Ça veut dire avec moins de 1 dollar par jour. La moitié de l'humanité. Donc ensuite, certains pays, notamment en Asie, se sont dit, bah, on ne va pas continuer comme ça. Donc on va développer les échanges, faire de la croissance, et ainsi de suite. Et ça a fonctionné. Si bien qu'aujourd'hui, la part de l'humanité qui vit sous le seuil de pauvreté extrême, donc elle est passée de 50% des années 80, on est aujourd'hui à 8,5%. Si demain, vous arrêtez la croissance, non, cette part va remonter. On l'a vu pendant le coronavirus, par exemple, quand on a bloqué tout le monde. Donc, on ne peut pas dire aux pays en développement, attendez les gars, nous on a le droit de croître pendant des siècles, maintenant que vous nous rattrapez, vous n'avez plus le droit. Ça ne passera jamais. Et même nous, pays riches, entre guillemets, si on fait de la décroissance, il y a de la baisse de l'emploi. S'il y a de la baisse de l'emploi, il y a du chômage. Donc s'il y a du chômage, il y a une augmentation des risques sociaux et sociétaux. Donc ce n'est pas la solution. Donc pour moi, la seule solution, c'est, et je pense que vous êtes ici parce que vous la mettez en pratique, le seul moyen de faire de la croissance infinie dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation technologique, mais pas que dans la high-tech. On peut innover à tous les stades du processus de production, y compris dans les services, y compris dans la gestion des stocks, dans la gestion des clients, dans le site internet, etc. Justement, il y a des moyens informatiques pour améliorer tout ça. Il faut toujours avoir cette démarche d'innovation pour créer une différence et créer de la richesse différemment. Pour moi, c'est ça la vraie écologie. Si l'écologie, c'est mettre des taxes, non, ça ne sert à rien, si vous n'avez pas d'alternative. Il faut créer l'alternative. Et donc, c'est vrai, ce qui est très triste pour nous aujourd'hui, notamment dans la zone euro, hein, dans l'Union européenne, c'est que parmi toutes les GAFAM, hein, toutes les entreprises qui font des révolutions technologiques, il n'y a aucune européenne. C'est triste. Oui. Alors vous allez me dire, bon, ça va. Alors vous, c'est vrai que c'est ce qui vous sauve, je pense, très honnêtement, c'est la part de la R&D, 3,4% de votre PIB. Oui. Donc c'est bien. Et il faut continuer comme ça. Et ça, il faut continuer, bien sûr, dans vos PME, à tous les niveaux. Hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est comme ça qu'on va dynamiser, même si on est une PME, faire de complexe d'infériorité. Alors, vous allez me dire, bon, bah, ça va en France, 2,2, ça passe encore. Oui, mais ce que disait le général de Gaulle en son temps, vous voyez, c'est pas nouveau. Il disait, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Voilà, vous la connaissez. Bah oui, il y a bien beau de chercher, il faut trouver de temps en temps. C'est ce que je veux dire. Nous, non, nous, on est très bons dans la recherche fondamentale. Moi aussi, j'étais prof à la fac, etc. J'étais même dans un centre de recherche aussi, mais j'ai compris que c'était vite limité, quoi. Et donc, c'est ça le vrai enjeu, c'est qu'il faut avoir de la recherche appliquée. Ça, c'est un conseil que je vous donne quand dans vos entreprises, quand vous faites de la recherche, c'est pas pour vous faire plaisir. Il faut la faire en collaboration avec vos clients. Que veulent vos clients? Comment on va améliorer cette relation de clientèle en faisant de l'innovation? Oui. Et ça, c'est la clé d'avenir. Et ceux qui ont bien compris, regardez bien, vous allez dire encore eux, ce sont les Chinois. Vous voyez, la Chine, aujourd'hui, c'est 2,4% de leur PIB de R&D. En valeur absolue, c'est la deuxième puissance mondiale derrière les Américains. Dans les énergies renouvelables, c'est vrai qu'ils polluent beaucoup, mais c'est la première puissance en R&D dans les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, ils sont déjà au stade suivant. Et c'est ça qui choque quand on va dans ces pays-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pollution, par définition, mais il y a également beaucoup de démarches d'innovation dans cette recherche et surtout cette vraie innovation, ces vrais investissements sur le développement écologique, on va dire, de la planète. Et ça, je pense que c'est la clé, c'est comme ça qu'on va réussir à continuer, malgré 8 milliards d'habitants, qu'on va continuer justement à croître. Peut-être qu'un jour, on trouvera des moyens d'aller justement dans d'autres planètes, on verra bien, mais voilà, il faut avoir toujours cette nouvelle frontière, toujours avoir cette dynamique. Mais pour ce faire, il faut s'endetter. On n'a pas le choix. Et nous, enfin, je parle pour les Français notamment, le gros problème, c'est qu'on n'a pas de fonds de pension, de fonds d'investissement. Et ça, c'est un rôle clé, si vous voulez, dans une économie. C'est des fonds d'investissement qui vont investir sur 40 ans. Les grandes entreprises américaines, bien sûr, il y a eu les commandes publiques, certaines, de militaires notamment, mais on a quand même, la plupart du temps, ce sont des fonds d'investissement qui ont financé cet investissement, ces startups, ces blue chips, etc., ces 7 magnifiques, ces GAFAM. Ça vient de là, l'argent, parce que ce sont endettés et qu'on les a financés. Donc la dette, c'est sain, mais il faut que ça génère de la croissance. Nous, malheureusement, elle est tout simplement mal utilisée.
Et donc, là où vous avez quand même un potentiel énorme, c'est que vos fondamentaux économiques sont bons aujourd'hui en Suisse. Alors oui, je suis un petit peu terre à terre, mais c'est important, justement. Vous voyez, sur 15 ans, voilà vos performances. On est sur 1,8% de croissance, donc en moyenne, hors inflation, bien sûr. Donc après le même niveau que vous allez faire en 2026. Très peu d'inflation, bravo. Et surtout, regardez bien, dépenses publiques, 32% du PIB. Nous, on est à 57% en France. Vous vous rendez compte, la catastrophe. Et on n'y arrive pas. Recettes publiques, là aussi, bon, vous payez des impôts moins que nous. Hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent en Suisse, d'ailleurs. On a compris le problème. Hein. Mais bon, d'ailleurs, parfois, certains Français, bon, on vous comprend, c'est normal, il y en a trop. Et parallèlement, voilà, excédent public et dette publique, 40% du PIB. Ça, c'est une force énorme. Ça veut dire que l'État, en cas de besoin, pourra justement actionner l'arme de la dette publique pour financer certains investissements innovants, d'avenir, justement. Donc, moi, je ne suis absolument pas inquiet pour vous, sachant que vous avez en plus un solde de la balance courante excédentaire, 6,7% par an en moyenne. C'est un peu baissé, on est à 5% en 2025. Ça, c'est quand même des fondamentaux qui sont exceptionnels. Donc, je pense que, grâce à vous, parce que c'est vous qui faites tout ça, évidemment, alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'en nommer sur ses lauriers. Non, il faut constamment se remettre en question et, évidemment, donc innover. Alors, voilà, juste, on n'aura pas le temps de commenter tous les chiffres, mais vous les aurez. Hein. J'ai laissé, évidemment, au forum de Lyon l'ensemble des chiffres, et je vous autorise à les distribuer, bien entendu. Voilà. La Suisse, en termes de PIB par habitant, vous êtes deuxième. C'est pas bien. Vous voyez, vous êtes derrière Luxembourg. Bon, devant l'Irlande, parce que c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en 1990, vous étiez premier. Vous voyez, vous avez perdu une place. Donc bon, mais c'est quand même pas mal. Vous voyez, quand je vous regarde les Français, en 90, on était 11e. Là, en 2024, on était 24e. En 2025, on est 25e, selon les chiffres du FMI. Vous voyez, donc, c'est-à-dire qu'on peut être très haut et après tomber très bas. Et donc, vous, votre challenge, c'est ça, c'est de rester en haut. Donc pour ce faire, effectivement, il faut innover, il faut avoir cette imagination, hein, c'est le thème d'aujourd'hui, et cette innovation. Et donc, là aussi, alors il y a un petit problème à cause de ces performances, c'est que le franc suisse est de plus en plus fort. C'est vrai que, là je vous ai mis par rapport à l'euro, hein, parce que bon, c'est compliqué, parce que là aussi ça peut limiter vos exportations, mais ce qui est fou, c'est que même quand les taux d'intérêt de la Banque nationale suisse étaient à zéro, voire négatifs, ben le franc suisse continuait de s'apprécier. Et ça, c'est bien un problème qui n'est pas le vôtre, qui est le nôtre. C'est comme nous, on fait peur. Comme la France, comme la zone euro fait peur, évidemment, le franc suisse joue un rôle de valeur refuge. Donc, ce qui fait parfois monter artificiellement le franc suisse, qui est aujourd'hui, selon moi, un peu trop cher. Mais néanmoins, quand vous avez une inflation qui est faible, ça limite votre inflation importée. Donc, vous voyez, ça peut, là aussi, vous rassurer, mais surtout, ça attire les investisseurs étrangers. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet de pérenniser votre croissance. Alors, je termine maintenant pour être dans les temps. Je suis vraiment dans les temps. Hein. C'est ça, Mélanie, c'est bon, j'ai encore 2-3 minutes. Magnifique. Donc, alors, déjà pour vous dire, ça aussi, pareil, ça va de pair avec le franc suisse. Et ça, c'est très inquiétant d'un point de vue financier, c'est l'or. C'est que moi, j'étais l'un des rares à dire, il y a encore quelques années, que l'or allait monter. Alors, on a atteint $1 500, $2 000 l'once. À chaque moment, on dit, bon, ça va s'arrêter. Non, je dis, ça va continuer. Là, on est monté à $4 300 l'once. Ça, c'est un petit peu baissé, mais on est quand même à $4 000 l'once. Ça n'a pas de sens. C'est beaucoup trop cher. Pourquoi? Parce que justement, pareil, on sent qu'il y a une crise. Et ça qui est dangereux, c'est que normalement, quand les marchés boursiers montent, l'or baisse. Et inversement. Là, les deux vont de concert. Pourquoi? Parce que les investisseurs, évidemment, à cause de la planche à billets qui est toujours là, enfin, entre guillemets, l'argent qui a été créé à ce moment-là, elle a été investie. On a encore gagné de l'argent dessus. Donc voilà, c'est la bulle qui s'auto-alimente. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a encore trop de liquidités dans le monde, mais les investisseurs se disent, j'achète des actions parce que même si c'est très cher et qu'on a ce qu'on appelle des price earning ratio très élevés, j'achète quand même, mais je sens qu'il y a quand même un petit danger. Donc, je me couvre avec l'or. Donc ça, l'or continue d'augmenter. En plus, on a des banques centrales du monde émergent qui ont de moins en moins confiance dans le dollar, etc., et forcément dans l'euro, donc qui achètent de l'or. Ça, ce sera un des grands sujets, s'il y a des questions tout à l'heure, sur le rôle du dollar demain, ça pourrait également générer des fluctuations. Donc, très vite, pour protéger notre épargne, alors, déjà, vous avez une chance incroyable en Suisse, c'est que votre épargne n'est pas menacée. Nous, en France, ça y est, on a ouvert la boîte de Pandore, elle est déjà énormément taxée. Vous savez qu'en France, l'épargne, le produit d'épargne, est taxé à 17,2%. C'est pas rien, hein, c'est juste les cotisations sociales, hein, sans compter évidemment l'impôt sur les dividendes, etc. Vous voyez, donc c'est pourquoi les Français ont envie de venir chez vous. Et là maintenant, on se dit, on va même taxer l'assurance vie. On est en plein cauchemar.
très honnêtement, en plein cauchemar. Et quand on voit que de tous bords politiques, tout le monde propose d'augmenter encore les impôts, alors qu'on est numéro 1 du monde des impôts, nous les Français, on veut encore augmenter. Attendez, c'est ça qui est dangereux, c'est encore une fois ce dogmatisme, ce manque de réalisme, ce déni de réalité. Et vous, votre force, je ne dis pas ça parce que je suis avec vous, hein, donc entreprise, mais également en Suisse, c'est que vous êtes pragmatique. Donc aujourd'hui, marché boursier dangereux pour l'investisseur, hein, j'ai envie de dire, mais ça pourra monter à long terme, sur de long terme, pourquoi pas. Pas de dette publique, parce que les taux d'intérêt vont encore augmenter, donc ça va faire baisser le cours des obligations. Eh oui, garder un peu de cash, on ne sait jamais, bon, parce que ça, avec M. Macron qui veut nous faire la guerre là, tous les jours avec la Russie, il ne sait pas comment s'en sortir, pauvre chéri. Donc évidemment, et ça c'est dangereux quand même. On peut pas, ça peut être très dangereux, bon, c'est la question que j'y reviendrai. On garde le dollar, on revient sur le dollar qui a baissé, et on garde le franc suisse, parce qu'évidemment ça peut être aussi un bon placement. Sur l'immobilier, sur du long terme, on conserve l'or. Alors les crypto-monnaies, il y aura peut-être des questions tout à l'heure, mais très honnêtement, ça peut être dangereux. Et puis voilà, carpe diem, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, donc il faut aussi consommer. Parce que c'est ça aussi, comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Donc on ne va pas se prendre la tête à se dire, oh là là, on va aller sur Mars, etc. Non. Profitez de la vie, vous avez fait des profits, profitez-en, et ça sera déjà pas mal. Maintenant, pour nos entreprises, et je termine comme ça, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça l'enjeu de ces crises. Il faut constamment développer des stratégies anti-crise, que vous faites certainement, mais moi j'en mets 4 en avant. D'abord, des stratégies de niche, sur des produits, des services, qu'on est les seuls à faire, et pour lesquels on a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. On doit communiquer sur nos niches. Peut-être au travers d'un forum comme ce soir, entre vous, on doit faire savoir nos savoir-faire pour que ça nous permette de gagner des parts de marché. Troisième stratégie, j'en ai parlé, l'innovation. Il faut en permanence innover, mais surtout, attention, il faut avoir les formations adéquates. Parce que si effectivement vous innovez, s'il n'y a pas de formation, il n'y a pas assez d'ingénieurs, ou pas assez même dans l'industrie de soudeurs industriels, ça pose problème. 4, évidemment, un développement à l'international. Alors vous l'avez déjà fait, mais ça, il faut continuer. Parce qu'on a compris qu'on a une croissance mondiale qui est bien plus forte qu'en France, et même qu'en Suisse. Il faut profiter de cette croissance mondiale qui va rester plus forte que ce qui se passe chez nous. Et dernier point, bien sûr, tout ça avec, je dirais, un service à la clientèle irréprochable. Je pense que là, sans vouloir être vieux jeu, c'est ce qui aussi, je pense, fait la beauté également de la Suisse, c'est qu'il y a un service. En France, il n'y a plus c'est une catastrophe. Pas qu'en France, mais dans beaucoup de pays européens, il n'y a plus de service. On ne sait plus ce que c'est que le service. Peut-être même ici, ça commence, mais je ne suis pas assez souvent chez vous, mais ça, c'est la clé. Si vous gardez un bon service, surtout en tant que PME, vous allez garder des clients, vous allez capter de nouveaux clients. Ça, c'est absolument indispensable. Et si vous faites ça, je termine, qu'est-ce qui va se passer? Vos entreprises vont aller mieux, on va pouvoir justement rester en croissance dans un monde compliqué, et vous allez donc faire des profits, des revenus, donc ça va faire du PIB. C'est pour ça que maintenant, le PIB, c'est un peu galvaudé. On dit non, le PIB, ça compte pas. Ce qui compte, c'est le BIB. Vous ne connaissez pas le BIB? C'est le bonheur intérieur brut. Ah, formidable. Ouais. C'est qu'on est heureux, bon, mais encore faut-il le rester. Et puis bon, soyez honnêtes, pour avoir un peu de bonheur, il faut un peu de revenus avant. Hein. Le bonheur ne tombe pas du ciel, à part dans les films, mais bon. Donc c'est ça le but, c'est que si j'ai plus de PIB, j'ai plus d'emplois. Il n'y a pas d'emploi sans PIB. Si j'ai plus d'emplois, j'ai plus de revenus. J'ai plus de revenus, j'ai plus de consommation, plus d'investissement, plus de business pour nous aussi, on n'est pas que des philanthropes. Donc si j'ai plus de business, d'investissement, de consommation, de revenus, d'emplois, j'ai donc tout simplement plus de réalisation économique, et puisque c'est le mot à la mode, j'ai plus de bien-être ou plus de bonheur. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Avant de faire monter Philippe Dessertine, j'avais quand même rapidement une question pour vous. Est-ce qu'on a un micro par là? Non, mais je peux répondre là, hein, c'est pas grave. Ouais, alors Oui. on vous laisse là. Allez, ça marche. Après, On l'a compris, hein, la décroissance, c'est une fausse bonne idée. Il faut plutôt miser sur tout ce qui est progrès technologique. Donc, pour sauver nos entreprises, il faut finalement relancer l'investissement. Mais alors, quel levier d'innovation, selon vous, qu'on parle d'innovation technologique, organisationnelle ou financière, vous semble aujourd'hui ceux qui sont les plus sous-estimés et sur lesquels il faudrait mettre peut-être un peu plus d'attention? Moi, je pense encore une fois, on peut innover vraiment dans le service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut savoir si les clients sont satisfaits ou pas de plus en plus facilement, voir ce que font également les concurrents. Donc ça, je pense que innover dans le service, c'est ce qui est nouveau, puisque c'est vrai que nous, on se dit, bon, bah voilà, les services, finalement, on fait ce qu'on peut. Non, ça, c'est absolument indispensable. Et les services accompagnent également les biens industriels. Donc, il y a les deux volets. Il y a effectivement cette innovation industrielle de biens, de produits, et il y a le service qui accompagne, et surtout la qualité.
Je pense que, bon, on ne va pas faire, encore une fois, être trop gentil avec vous, mais c'est vrai que la qualité, hein, encore une fois, des produits suisses, ça joue encore au jeu. Donc, Bah, le Swiss made, oui, bien non, mais sûr. ne perdez surtout pas ça. Et donc, il faut encore innover là-dedans, parce qu'il y en a d'autres qui font aujourd'hui, malheureusement. Hein, les Chinois aujourd'hui, je ne trouve pas des produits comme en Suisse, mais de plus en plus, ils s'améliorent. Moi, c'est ça ça, c'est une grande erreur. Il ne faut surtout pas sous-estimer ses concurrents. Ne pas être trop arrogant. Hein. Exactement, parce que c'est le problème des Français, disons-le. Alors, quand on voit M. Macron qui dit ouais, j'ai fait un super bilan, bref, alors que c'est en train de s'effondrer, c'est pas bien de dire ça, c'est pas bien de faire ça. Quand on est en train de dire oui aux Français, non mais vous comprenez, vous n'avez rien compris. Là, M. Bayrou, bon, il est parti, c'est pas grave, mais il nous a quand même dit tout ce qui se passe en France à cause des Français. C'est incroyable. Qui prend, bien sûr, c'est eux qui ont voté pour les mauvaises personnes, mais qui prend les décisions. Mais donc, l'arrogance, c'est une catastrophe. Et par exemple, juste pour terminer sur la Chine, moi je vois souvent des gens qui me disent, des chefs d'entreprise, hein, non, vous exagérez, la Chine, c'est pas si grave que ça, c'est des copieurs, etc. Non, mais ça, c'était la Chine des années 90. Maintenant, c'est fini. Ils innovent. Je vois dernièrement, un client à moi a dû acheter un brevet chinois qu'il n'avait pas. Vous voyez, pourtant, c'est très dur. Donc, il a dû faire une joint venture parce que les Chinois, ils ne laissent pas rentrer comme ça. Bref, c'est un autre. Et donc, c'est ça qu'on ne prend pas conscience. C'est que ces pays qu'on appelle émergents, vous voyez, ça nous rassure. C'est un peu péjoratif, émergents. Vous voyez, en fait, ils sont émergés depuis bien longtemps. Par contre, nous, on immerge. Donc, ça, c'est pas terrible, ça. Voilà, ça, c'est pas terrible. Donc, pour éviter d'en arriver là, il faut innover. Donc, faites preuve d'imagination et continuez comme ça. Et je suis sûr qu'on se reverra dans 20 ans, peut-être avant, j'espère, d'ici là, parce que là, dans 20 ans, on sera quand même un peu vieux. Hein. Peut-être, je parle pour moi, bien sûr, mais vous aurez encore, je pense, cette qualité, cette innovation. C'est comme ça qu'on fera de la croissance. On se dira, oui, on a pu faire de la croissance, finalement, et sans trop détruire la planète. Et ça sera une belle satisfaction, je pense.